Et puis là, on va passer la parole à Céline Klein, qui, elle, est également d'Amiens. Merci de représenter la ville. Le thème, c'est un sujet qu'on aime beaucoup, c'est la membrane induite. La technique de la membrane induite en orthopédie pédiatrique, sujet dont on a beaucoup parlé au RICF avec Alain Masquelet, toute l'équipe de la membrane périostée et compagnie. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour. Donc moi, je suis le docteur Céline Klein, je suis chirurgien orthopédiste pédiatre au CHU d'Amiens dans le service du professeur Gouron. Et ma thématique de recherche clinique et fondamentale est sur la technique de la membrane induite chez l'enfant. Donc, les pertes de substances osseuses segmentaires nécessitent le plus souvent des prises en charge qui vont être très longues et contraignantes pour les patients. Donc, reconstruire ces pertes de substances osseuses et optimiser les processus de reconstruction est donc un défi thérapeutique pour les chirurgiens orthopédistes, qu'ils soient adultes ou pédiatres. Nous savons que la consolidation osseuse est un processus physiologique complexe qui a été décrit autour du concept du diamant par Peter Janudis. Ce concept va reprendre les éléments qui vont être indispensables à la consolidation osseuse, à savoir une matrice ostéo-inductive, la présence de cellules ostéogéniques, de facteurs de croissance, le tout dans une vascularisation qui va être optimale et dans un environnement mécanique stable. Donc, une des techniques qui a été récemment décrite pour reconstruire ces longues pertes de substances osseuses est la technique de la membrane induite, qui est aussi appelée la technique de Masquelet, parce qu'elle a été décrite par Alain-Charles Masquelet à la fin des années 80. Et cette technique va permettre de reconstruire des pertes de substances qui vont pouvoir aller de 30 à 50% du segment osseux. Donc, c'est une technique au principe simple, en 2 temps chirurgicaux. Le premier temps va consister en la résection de la perte de substances osseuses avec une interposition d'une entretoise de ciment qui est du PMMA, du polyméthylmétacrylate, et autour duquel va se former durant plusieurs semaines une membrane qu'on va appeler la membrane induite. Le deuxième temps chirurgical consiste en la résection du ciment, tout en conservant la membrane, et on va remplir la cavité tapissée de sa membrane de greffons corticospongieux autologues le plus souvent, ce qui va permettre une reconstruction quasiment ad intégram du segment osseux. Le succès de cette technique est en partie lié aux propriétés de la membrane induite. Cette technique est donc devenue depuis quelques années le gold standard des reconstructions osseuses des longues pertes de substances, donc que ce soit chez l'adulte, mais chez l'enfant. Elle va pouvoir permettre de reconstruire des segments osseux, des pertes de substances de 4 à 25 cm. Elle a été initialement utilisée chez l'adulte dans les pseudarthroses septiques et en traumatologie, et aussi chez l'enfant. Mais elle en fait la technique de choix chez l'enfant parce que l'enfant a des capacités de consolidation, de croissance et une puissance de remodelage tellement importante que cette technique prend toute sa dimension chez l'enfant. Et cette technique a été ensuite adaptée à la reconstruction dans les pathologies tumorales et aux pathologies congénitales. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de particularité dans la prise en charge des reconstructions d'origine septique et traumatologique chez l'enfant. C'est des indications qui restent rares car l'enfant a un potentiel de consolidation beaucoup plus important que l'adulte. Et on va pouvoir changer le ciment en cours de procédure si besoin. Les pathologies tumorales, c'est l'indication qui a fait l'avènement de cette technique chez l'enfant. Il n'y a pas de spécificité pédiatrique. On va pouvoir reconstruire des longues pertes de substances osseuses d'origine tumorale, et le délai entre les premiers temps qui, empiriquement, on fait la deuxième temps chirurgicale à 6 semaines, va pouvoir être allongé en raison des chimiothérapies adjuvantes et des radiothérapies. Il y a même une publication qui a eu des résultats satisfaisants à un deuxième temps qui a été réalisé 80 semaines après le premier temps chirurgical.
On va pouvoir aussi utiliser la technique de la membrane induite pour reconstruire des pathologies congénitales. C'est la technique qui est depuis une dizaine d'années qui est utilisée. On va l'utiliser sur un âge plus précoce. On va opérer les enfants de 1 an par la technique de la membrane induite, notamment là, comme vous le voyez sur les radiographies d'en bas, sur des pseudarthroses congénitales de la clavicule qui permet une reconstruction ad intégrum de la clavicule après avoir réséqué la zone pathologique, et aussi sur des pseudarthroses congénitales du tibia. Il va y avoir des causes, il va forcément y avoir aussi des complications et des échecs liés à la technique de la membrane induite. Il va y avoir les causes évitables qui vont être d'ordre septique et les causes d'ordre mécanique et biologique. Et là où on va s'intéresser dans ce propos, c'est aussi les causes mécaniques, car on va voir qu'il y a des difficultés liées à la petite taille de l'enfant et à la présence du cartilage de croissance qui ne va pas nous permettre d'avoir les mêmes moyens d'ostéosynthèse que chez l'adulte. Et ensuite, il va y avoir les causes inévitables d'échec de la membrane induite qui vont être liées aux propriétés intrinsèques de la membrane, notamment avec les déficits en MMP9. C'est des travaux qui ont été récemment présentés par l'équipe de Laurent Mathieu en 2020. Donc, on a vu dans le concept du diamant que pour consolider une fracture, enfin consolider une perte de substance osseuse, un des éléments indispensables est la stabilisation mécanique. Et cette stabilisation est difficile chez l'enfant en raison de la présence du cartilage de croissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser des moyens extrêmement stables tels que les plaques vissées verrouillées ou les enclouages centromédulaires qui vont être très encombrants et qui vont passer le cartilage de croissance et exposer l'enfant au risque d'épiphysiodèse. Donc, on va utiliser des systèmes beaucoup moins stables, tels que l'embrochage centromédulaire, comme ici, ou les embrochages télescopiques, qui vont permettre de grandir avec l'enfant. Pour poursuivre la stabilité, augmenter notre stabilité, l'enfant, souvent, il va être immobilisé durant très longtemps par des plâtres en post-opératoire. Un des facteurs limitants aussi va être la greffe osseuse. Donc, on a vu qu'il fallait une greffe corticospongieuse qui va être prise aux dépens des crêtes iliaques postérieures. On va pouvoir remplir avec une crête sur un grand enfant environ 5 cm de perte de substance. Au-delà, il va falloir prendre les 2 crêtes. Chez un petit enfant de 1 an, on aura encore moins de volume qu'on va devoir compléter et pour pouvoir expandre notre greffe, notamment avec des allogreffes en copeaux ou aussi des autogreffes corticales telles que des baguettes de tibia ou de fibula qui vont permettre donc d'augmenter le volume de la greffe, mais aussi la stabilité de notre montage. Le RIA est très peu utilisé chez l'enfant car on doit quand on doit traverser le cartilage de croissance. C'est une technique qui est très peu utilisée en pratique car il y a eu des cas de résorption massive et que ce type de greffe est trop compact pour optimiser la technique de la membrane induite. Donc, je vais vous parler ensuite de l'approche transstationnelle de mon projet de recherche qui va permettre de faire le lien entre la recherche clinique de notre pratique courante et la recherche fondamentale. Donc, on a travaillé sur la pseudarthrose congénitale du tibia, qui est une incurvation antérolatérale du tibia, avec une zone de pseudarthrose, comme vous pouvez le voir ici, qui est extrêmement, un tissu qui va être extrêmement dystrophique, qui va entraîner une zone de faiblesse et des fractures à répétition, mais aussi des déformations axiales. Cette pathologie de pseudarthrose congénitale du tibia est fréquemment associée à la neurofibromatose de type 1, qui est une maladie autosomique dominante caractérisée par une mutation de la protéine neurofibromine qui va entraîner une hyperexpression de cette protéine et donc une hyperactivation des voies RAS-MAPK avec une augmentation de l'activité ostéoclastique, ce qui explique ces zones de résorption au niveau de la zone de pseudarthrose de l'incurvation du tibia.
Donc, on a fait une étude de la membrane induite humaine. C'est une étude prospective monocentrique de notre centre. On a inclus 3 cas de pseudarthrose congénitale de la clavicule et 3 cas de pseudarthrose congénitale du tibia. L'objectif de cette étude était de caractériser la membrane induite, notamment ses propriétés histologiques, immunologiques et biochimiques, et de pouvoir évaluer les facteurs cliniques et chirurgicaux qui vont influencer les résultats. Donc, on a eu, je ne vais pas le présenter détaillé ici, on a eu d'excellents résultats sur les pseudarthroses congénitales de la clavicule parce qu'elles ont toutes consolidé en moins de 4 mois. En revanche, pour les pseudarthroses congénitales du tibia, nous avons pour nos patients, aujourd'hui, on a un recul de plus de presque 3 ans pour les 3 patients. Aucun des 3 patients n'a consolidé. Nous avons toujours une consolidation partielle avec des pseudarthroses jonctionnelles, avec un cas de résorption de greffe et de nombreuses difficultés sur le matériel. Pour la partie fondamentale de notre recherche, nous avons fait une revue de la littérature pour évaluer les différents types de modèles animaux qui existent sur la membrane induite. Donc, il y a des modèles de gros animaux, de brebis, de chèvres et des petits modèles, notamment sur le rat. C'est un modèle qui a été développé par l'équipe de MP3CV dans le laboratoire dans lequel on travaille et qui a été valorisé par le travail de thèse de Richard Rouron. Différents processus différents moyens d'ostéosynthèse sont possibles chez tous les animaux, le fixateur externe, la plaque, le clou. Et de nombreux papiers ont étudié l'analyse de la texture du PMMA et aussi l'enrichissement en antibiotiques du PMMA. Donc, je vais vous parler des caractéristiques de la membrane induite. Comme vous pouvez le voir, c'est un néotissu qui est en permanente évolution. À partir de 2 semaines, c'est un tissu qui va se vasculariser, qui va être enrichi en cellules mésenchymateuses, qui va présenter des fibres de collagène qui vont s'arranger progressivement pour devenir parallèles à 6 semaines. Et c'est un tissu qui est organisé en 3 différentes couches, avec une première couche d'allure épithéliale, une deuxième couche organisée en fibres de collagène et aussi en cellules de l'inflammation, avec notamment la présence de précurseurs ostéoclastiques, de macrophages, et une troisième couche qui est plus désorganisée, avec des myofibroblastes. Vous voyez aussi qu'il y a de nombreux facteurs de croissance dont les taux vont évaluer dans le temps. Au travers de ces travaux de recherche, nous avons pu proposer un modèle idéal de reconstruction de la technique de la membrane induite avec une fixation interne, une reconstruction des os longs, avec l'utilisation de ciment parce que différents modèles sont intéressés à la reconstruction avec du titane et de toujours proposer une reconstruction avec une autogreffe corticospongieuse pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments du concept du diamant et ainsi favoriser la consolidation osseuse. Donc, Richard Rouron avait montré grâce à sa thèse d'université que la membrane induite était riche en précurseurs ostéoclastiques et que était riche en... Pardon, pas trop de conversation, s'il vous plaît. Était riche en précurseurs ostéoclastiques et probablement c'était une réaction à corps étranger qui entraînait la formation de la membrane induite avec une vascularisation riche au sein de cette membrane induite qui allait amener les précurseurs ostéoclastiques. Donc, on a travaillé sur connaissant la présence de précurseurs ostéoclastiques, nous avons voulu étudier un puissant agent ostéoclastique qui est l'acide zohydranique et évaluer l'action de l'acide zohydranique sur la membrane induite. L'acide zohydranique est un médicament de la classe des bisphosphonates qui est utilisé fréquemment dans l'ostéoporose et l'ostéogenèse imparfaite. L'objectif de ce travail de recherche était d'évaluer si l'acide zohydranique allait modifier d'une part la microarchitecture du calosseux mais aussi les propriétés de cette membrane.
Donc, nous avons réalisé une étude avec 3 groupes. Le premier groupe recevait du sérum physiologique. Le deuxième groupe, qui s'appelle ZOL 1, recevait de l'acide zohydranique 2 semaines avant le premier temps chirurgical. Le troisième groupe, ZOL 2, recevait de l'acide zohydranique au deuxième temps chirurgical. Nous avons réalisé une analyse en microCT au deuxième temps chirurgical et à 24 semaines après le premier temps chirurgical. Nous avons réalisé des prélèvements de membrane induite à 6 semaines. Et tout ce modèle a été réalisé dans le modèle validé dans notre unité de recherche sur un modèle de rat reconstruit avec des plaques en titane. Donc, nous avons toujours obtenu, dans tous les cas, nous avons obtenu une consolidation osseuse. Nous avons pu montrer à l'analyse microarchitecturale au microCT qu'il y avait une modification des volumes osseux et de la densité minérale osseuse qui était augmentée dans tous les groupes, mais de façon plus importante dans les groupes recevant de l'acide zohydranique. Et il en va de même pour la connectivité, où on retrouvait une connectivité une variation plus importante dans les groupes recevant de l'acide zohydranique que dans le groupe contrôle, et aussi dans l'épaisseur des travées. Nous avons aussi montré dans ce travail que la couche de la membrane induite était organisée comme chez l'homme en 3 couches, qu'il n'y avait pas de variation d'épaisseur totale de la membrane induite, mais que la couche B était donc la couche essentiellement bien arrangée, organisée, minéralisée, était mieux organisée et plus épaisse chez les animaux recevant de l'acide zohydranique. Donc, on voit bien sur l'analyse histologique que la minéralisation était augmentée dans les groupes recevant de l'acide zohydranique aux colorations rouge, abizarine et von Cosa. Et vous voyez aussi à coloration pâle que la coloration pâle était plus intense lorsque les animaux avaient reçu de l'acide zohydranique. Donc, ce travail a permis de montrer que l'acide zohydranique n'empêche pas la consolidation osseuse, mais qu'il va modifier le rebondage osseux et notamment les paramètres microarchitecturaux et la connectivité osseuse, que l'acide zohydranique va modifier les propriétés histomorphologiques de la membrane, avec une membrane qui va être plus épaisse, plus minéralisée. Une des hypothèses, des différentes hypothèses pour pouvoir expliquer ces résultats, c'est qu'il y a un effet aussi anabolisant bisphosphonates qui vont renforcer l'activité ostéoblastique et notamment avec l'activation de voies de signalisation liées à la mort des corps apoptotiques des ostéoclastes qui vont activer les voies ostéoblastiques. Pour expliquer aussi nos différences, on n'a pas retrouvé de différences significatives entre le groupe contrôle et les groupes recevant de l'acide zohydranique. C'est aussi peut-être que les greffons autologues et la membrane induite vont avoir une action prépondérante sur l'acide zohydranique en raison de l'important relargage des facteurs de croissance et peut-être aussi la posologie de l'acide zohydranique n'était pas suffisante pour induire des résultats significatifs. Les limites de ce travail sont aussi liées au modèle. Le modèle de rat osseux est certes un modèle validé pour la reconstruction de la membrane induite, mais c'est un modèle qui a un modèle osseux aversien différent du modèle humain. Sur ce travail, on va pouvoir conclure donc que l'acide zohydranique modifie les propriétés intrinsèques ostéogéniques de la membrane induite. Donc, ce travail a permis de montrer que les propriétés intrinsèques de la membrane induite sont l'élément clé sont un des éléments clés du succès de la technique et possiblement que cette membrane va se former par une réaction à corps étranger, ce qui nous encourage à utiliser d'autres agents pharmaceutiques tels que l'antérancligand, le nénosumab ou les BMP. Concernant la pseudarthrose congénitale du tibia, il y a peu d'études dans les littératures, il y a moins de 20 patients qui ont été publiés. L'objectif, c'est certes d'obtenir la consolidation, mais aussi de corriger les déformations axiales. Dans les publications, la consolidation est obtenue en moyenne avec des minimums et des maximums entre 4 et 28 mois. Et dans tous les cas, il y a eu de nombreuses interventions liées à des pseudarthroses jonctionnelles, des brides matérielles, des résorptions
de greffe. Possiblement, les causes sont multifactorielles, donc possiblement liées à la stabilité du montage, mais peut-être que les propriétés intrinsèques de la membrane induite vont être modifiées dans la neurofibromatose de type 1, car on a vu que cette maladie entraîne l'activation et l'hyperexpression des voies RAS-MAPK. Il existe dans la littérature plusieurs modèles de souris, il y a 4 papiers mutés de ce modèle de souris muté pour la neurofibromatose de type 1. Ils ont comparé la localisation du site fracturaire et on voit qu'il y a plus des défauts de consolidation lorsque la fracture est réalisée au tiers inférieur de jambe et qu'on retrouvait la présence d'ostéoclastes et d'un tissu cartilagineux au niveau de ces fractures. Une étude a comparé ce modèle avec l'action d'agents pharmaceutiques, des BMP2 et de l'acide hyaluronique, et ils ont vu que la consolidation, le cal osseux était moins important dans les modèles souris mutés dans NF1 par rapport au modèle wild type. Et ce qui nous permet de nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas cette voie mutée de RAS-MAPK dans la neurofibromatose qui serait aussi altérée dans la membrane induite, car on sait qu'aujourd'hui que cette voie est activée dans la membrane induite grâce aux travaux de Tang. Donc l'objectif, c'est de poursuivre une approche translationnelle entre notre recherche clinique et la recherche fondamentale, ce qui permet un enrichissement mutuel, de continuer à inclure des nouveaux patients dans notre étude sur la membrane induite humaine, de valider un modèle qui est en cours de souris de la technique de la membrane induite pour pouvoir avoir accès à des cibles de souris mutées, notamment sur NF1 ou encore sur d'autres cibles qui vont être bientôt identifiées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sujet de chirurgie expérimentale sur le rat, très difficile. Je vous félicite. Est-ce que j'ai pas pu bien suivre si sur ce modèle, sur ces agents pharmacologiques, finalement, vous avez pu expérimenter le même type de démarche sur les RCT de l'enfant? Sur les pseudo-squelettés? Oui. Les PCT, pardon. Il y a un papier dans la littérature qui s'est intéressé. Nous, on ne l'a pas fait. Hein. On n'a pas mis de bisphosphonates parce qu'il n'y a pas de l'AMM de mettre des bisphosphonates dans les pseudarthroses congénitales du tibia. Il y a un papier dans la littérature et ils n'avaient pas retrouvé de résultats satisfaisants. Ils n'avaient pas montré d'amélioration de la consolidation osseuse. L'idée au départ de ce travail, c'était de poursuivre les travaux de Richard Gouron, de valider l'action des anti-ostéoclastiques, parce que Richard avait montré qu'il y avait des ostéoclastes dans la membrane induite. Et on utilisait l'acide zoédronique, notamment dans les tumeurs. C'était au début de mon travail de recherche, sauf qu'aujourd'hui, on ne l'utilise. Aujourd'hui, on a pu utiliser, notamment dans les ostéosarcomes, les bisphosphonates. Richard, tu as un commentaire? C'est un très beau travail, mais on voulait montrer ici que la technique de Masquelet, donc qu'il a développée chez les adultes, finalement, s'applique tout à fait bien en pédiatrie, aux limites près de certaines pathologies. Et donc, tout ne se fait pas dans la membrane, ou alors tout se fait dans la membrane, mais la membrane peut être pathologique, d'où le travail de recherche. C'est quand même une technique universelle. C'est-à-dire que même sur un champ de bataille, on peut utiliser la technique de Masquelet. Ça coûte pas cher, ça coûte du ciment, c'est tout. Et on peut, secondairement, avec un fixateur externe, transférer le patient et reconstruire ailleurs. Avant, c'était de la fibula vascularisée, c'était quand même de la technique très complexe, qui durait plusieurs heures. C'est toujours le plan B aujourd'hui, mais quand même, on peut aujourd'hui reconstruire des enfants plus simplement, pas que, mais en tout cas un peu plus d'enfants dans de bonnes conditions et de se réserver la fibula vascularisée dans d'autres indications. Alors, voilà, la neurofibromatose est un problème, manifestement. On va en reparler juste après d'ailleurs, parce que de toute façon, la suite va justement pouvoir peut-être nous donner une solution au problème, enfin on verra. Mais je crois qu'on voulait vraiment montrer que cette technique de Masquelet, qui est vraiment
un développement parfait chez l'adulte, l'est aussi chez l'enfant dans beaucoup d'indications, y compris en congénital, ce qu'on a pu montrer, mais qu'elle restait encore une énigme physiopathologique ou physiologique et qu'on essaie de s'atteler à essayer de comprendre tout ce qui se passe. Merci. Je vois qu'on a des orthopédistes à distance, en ligne. Peut-être qu'ils ont peut-être des questions. Peut-être, je ne sais pas si Yves Catonnet est connecté. D'après la visio, il devrait l'être. Je ne sais pas s'il nous entend. Non, manifestement, il ne réagit pas. Donc, en tous les cas, vous avez d'autres questions, peut-être. Voilà, Gérard Morvan. Micro. Est-ce que la membrane induite marche en terrain irradié, notamment aux doses massives que nécessitent les tumeurs des membres chez les enfants? Oui, on a quand même des bons résultats et c'est aussi une énigme parce qu'en zone irradiée, il y a une diminution de la vascularisation et la technique marche quand même dans les zones irradiées. Est-ce que ça vous arrive de faire des résections, par exemple, diaphysaires sur un sarcome du fémur, par exemple, et donc pour permettre la restabilisation, d'utiliser la membrane induite? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. C'est la technique de base? C'est comme ça que aujourd'hui. C'est intéressant cette réponse sur la membrane induite chez les maladies irradiées. Parce qu'Alain Charles a toujours dit on enlevait toujours les membranes pour avoir un tissu bien vascularisé et ça ne cicatrisait pas. Avec la membrane, il n'y a pas de vascularisation et ça cicatrise très bien. En fait, la membrane remplace l'apport sanguin. Elle est en elle-même l'apport de construction. Elle crée tous les stocks nécessaires à la cicatrisation. Elle crée le chaînon manquant qui était la vascularisation. C'était le chaînon manquant de la vascularisation et c'est la membrane induite, la sérendipité de la chaîne vasculaire. On passe au rapport suivant. Merci. Merci. Bravo.